conférence sur la maintenance 4.0. On va parler de ça aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est vrai, mais là on va en parler tout particulièrement avec un cas d'application dans une usine, Bosch Rexroth à Rodez. Donc un cas véritablement concret dont va nous parler, enfin va évoquer donc Grégory Brouillet, qui est responsable groupe développement 4.0. Donc l'intitulé parle de lui-même. Alors moi pour me présenter déjà, je suis Olivier Guillon, donc journaliste, responsable de la revue Production Maintenance que vous avez à l'entrée. Et on organise donc avec le CEPEM ces conférences sur la maintenance. Voilà. Donc le sujet du 4.0, on en parle beaucoup, évidemment, on en parle un petit peu à toutes les sauces, il y a beaucoup de littérature là-dessus, mais là, ce que je vous propose avec Grégory Brouillet, c'est un vrai cas d'application. Voilà, donc je vous laisse la parole. Bonjour à tous, il y a des places. Alors donc moi je m'appelle Grégory Brouillet, je travaille au sein de l'usine Bosch de Rodez. Donc c'est une usine diesel du groupe. On fabrique 3 produits, des injecteurs, des bougies de préchauffage et des puces d'injection. C'est une composante qui va au bout de l'injecteur. On a commencé à travailler les sujets d'industrie 4.0 il y a 4 ans de ça au niveau de l'usine avec une toute petite structure. Et on s'est très vite aperçu que ça pouvait amener des gains de productivité avec des solutions qui sont très tournées chez Bosch autour de l'humain. Alors on est une usine diesel, le contexte du diesel fait qu'on a une grosse pression sur la productivité et nos coûts. Donc l'idée c'est d'accélérer dans la thématique industrie 4.0, autant en interne pour l'usine que pourquoi pas demain proposer aussi, de par le biais de nos services techniques, des prestations externes. Alors la stratégie, elle vient du groupe, Monsieur Denner, notre CEO, est très axé développement de l'industrie 4.0 avec ça, la stratégie des 3S, tournée autour des softwares, des sensors et des services. On ne voit plus l'automobile au niveau de la stratégie du groupe. Pourquoi? Parce qu'il veut vraiment décorréler la dépendance du groupe Bosch à l'automobile. C'est un groupe qui est né de la mécanique, qui est né de l'automobile. Et aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de développer le groupe autour de solutions. Alors le groupe Bosch, c'est 400 000 personnes sur le monde, c'est 70 milliards de chiffre d'affaires. C'est un résultat assez intéressant l'année dernière, on a dû faire 5 milliards de résultats. Si on veut continuer dans cette voie, on va essayer de se décorréler de notre groupe. Alors qu'est-ce que vient faire une petite usine dans l'Aveyron, dans la stratégie des 3S? Alors on a une petite usine de 1600 personnes quand même. L'agglomération de Rodez, c'est 50 000 personnes. Vous voyez la dépendance de l'économie locale par rapport au site Bosch. On a été assez médiatisé ces derniers temps par rapport au diesel. Alors, suite à cette stratégie, qu'est-ce qu'on s'est dit? Comment on arrive à suivre la stratégie de M. Denner et comment on l'adapte à notre outil de production? Donc, on a commencé en 2014 à travailler des thématiques. On a dédié une personne en tant que coordinateur Industrie 4.0 et un coordinateur Maintenance 4.0. En l'occurrence, ça a été moi qui ai quitté la maintenance opérationnelle. J'étais responsable de toute la partie électrique, donc j'avais 50 personnes avec moi. Je me suis retrouvé tout seul, un peu perdu dans le monde de l'Industrie 4.0 qui en France était vraiment assez balbutiement en 2014. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer par la suite. Je vais essayer de ne pas faire que du PowerPoint, parce qu'on est habitué à voir du PowerPoint et tout fonctionne avec un PowerPoint. Dans la vraie vie, c'est pas toujours pareil. Je me suis connecté à ma 4G. Si elle explose pas, j'essaierai de vous montrer deux, trois applications. En 2015, on a commencé à dédier des ingénieurs dans le développement d'applications, soit développement d'applications qui nous sont propres à Rodez, soit en utilisant des applications qui viennent du groupe, soit issues directement des divisions dédiées à l'industrie 4.0 ou des solutions de Rexroth. Je vous en montrerai, j'essaierai de vous en montrer une. Donc on est arrivé, on a commencé tout simplement à mettre en place des petits, bon, il y a la mode des proof of concept sur nos machines, tout en étant très centré sur l'humain. L'industrie 4.0 chez Bosch, l'idée c'est pas de supprimer l'humain, c'est de mettre des solutions qui permettent à l'humain d'avoir un travail quotidien simplifié, beaucoup plus agréable, tout en prenant en compte la qualité de vie au travail.
Et c'est très très important pour nous. L'idée n'est pas de supprimer des hommes. Le message est important dans une usine. Et si vous arrivez avec des solutions de maintenance et que vous dites aux techniciens de maintenance dans 3 ans j'ai plus besoin de toi, parce que c'est une machine qui va faire le diagnostic, ça n'a pas bien marché. Donc on les met à contribution. J'en parlerai un petit peu après, voir comment on arrive à intégrer des équipes, autant des équipes de production que des équipes de maintenance dans des projets de développement axés Industrie 4.0. Donc aujourd'hui, on est en 2018, on a créé un petit environnement de travail avec des personnes dédiées à ça. On a appelé ça le service TEF 7. Le TEF chez nous, c'est les fonctions techniques, Technical Function 7. Donc c'est moi qui m'en occupe. On est 12 aujourd'hui. Je ne que 10. Avec des profils variés. Ça c'est important aussi. Vous commencez des projets Industrie 4.0, n'allez pas chercher que des ingénieurs développement, parce qu'ils vont vous faire du développement qui ne correspond pas du tout aux besoins des utilisateurs. Donc on a essayé de prendre aussi des gens de prod, des ingénieurs méthodes, pour avoir aussi vraiment cette vision côté production, quels sont nos besoins. Alors l'usine Bosch, elle est là. C'est un site qu'on a encore à Rodez. Moi je suis natif de Rodez. Ça fait 20 ans que je suis sur ce site. Donc stratégie, l'industrie 4.0, axée autour de, aujourd'hui c'est 1000 machines sur l'usine, avec 1600 personnes. Notre vision, quelque part, notre niveau de compétence en 4.0 est une référence mondiale, c'est un peu pompeux, c'est une vision. Référence mondiale au niveau du groupe, c'est déjà pas évident. Alors, c'est quand même important d'avoir une stratégie, parce que les gens demandent, mais pourquoi on travaille ça, où on veut aller, où on va être dans 3 ans. Si vous n'avez pas une stratégie claire qui montre le chemin de où on veut aller, vous aurez énormément de mal à fédérer. Alors notre organisation, simplement, le sponsor de l'activité Industrie 4.0 au global, c'est notre plant manager, avec un promoteur qui est le responsable maintenance, un jeune coordinateur qui est un ingénieur IT. Pour nous, un fort lien vers les services centraux. Pourquoi? Parce que beaucoup de solutions viennent soit de Rexroth, soit des différents services centraux des divisions. Donc on a deux référents allemands. Et après des briques. On a divisé la thématique Industrie 4.0 en briques. La brique maintenance, la brique production, la brique logistique, et j'en passe. Et donc, moi aujourd'hui, je pilote la brique maintenance. Quelques petits exemples qui ne sont pas spécialement axés à la maintenance, bien que l'énergie est une des clés de voûte de l'industrie 4.0, avec des outils. Ici, c'est un outil Bosch qui permet de mesurer en temps réel les consommations au global du site, mais aussi l'idée est d'aller jusqu'à l'atelier, jusqu'à la machine, en termes d'énergie électrique, en termes d'énergie automatique et d'énergie hydraulique, avec des courbes, des calculs de tendance, des calculs de benchmark sur les mois passés, en rapportant tout ça à la pièce, pour par exemple savoir sur un injecteur combien de kilowatts électriques j'ai consommé pour produire un injecteur. Et une comparaison par rapport au mois d'avant ou par rapport aux meilleurs résultats que j'ai eu. Et si j'ai une déviation, mais pourquoi? Et je suis au moins informé. Il reste à trouver pourquoi, mais je suis informé qu'il se passe quelque chose, que l'aspect énergie me coûte plus cher sur un injecteur. Et si on recherche la productivité, l'idée c'est de ne pas laisser tout ça partir. Et si on ne mesure pas, c'est pas évident. Aspect cobotique, donc ça c'est pareil, c'est une solution du groupe Bosch. On a des cobots, on en a un gros à Rodez. On les met, c'est pas spécialement pour remplacer les opérateurs, j'y reviens, mais on les met à des endroits où les conditions de travail sont par exemple difficiles, beaucoup de bruit, de la chaleur, ou des opérations répétitives. Nous, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il charge des petits chariots, opération très répétitive, et mettre un opérateur là-dessus, c'était jusqu'à présent, personne ne voulait y aller. Aujourd'hui, c'est un combo et tout le monde est content qu'il y soit. Des magasins. Alors, avec des magasins avant, avec des papiers partout, on comptait les pièces pour savoir les stocks et tout. Aujourd'hui, c'est des stocks de magasins qui sont pilotés par RFID et on a le stock en temps réel qui est disponible soit sur le magasin avec un petit affichage, soit sur une page intranet. Et je peux très rapidement consulter quels sont mes stocks. L'équipe, là voilà, c'est une photo qui est assez récente. J'ai essayé de ne pas recruter, donc je le disais, que des ingénieurs développement, il y en a quelques-uns. On a aussi des petits jeunes qui viennent de la fabrication. On a beaucoup d'apprentis. Il y en a 6 aujourd'hui dans mon équipe d'apprentis ingénieurs. Et c'est très très important parce que
un jeune de 20 ans, il ne réfléchit pas comme un vieux de 40. Excusez-moi, je vous éclate. Donc il nous pousse vers des idées, vers des méthodes qui pour nous parfois sont... pas les choses comme ça, mais il faut les écouter. Donc ils sont 6 dans mon équipe. Et là, en octobre, je viens de rajouter un doctorant, une doctorante, qui va travailler sur les aspects maintenance prévisionnelle avec des outils de machine learning. On va essayer de développer nos solutions à nous parce que je n'ai rien trouvé d'adaptable, on va dire, à nos process sur le marché ou chez Bosch. Et on a un espace dédié où ils travaillent tous ensemble. On essaie vraiment de valoriser le co-développement. J'y reviens, très important chez Bosch. Rien à voir avec la maintenance, mais c'est une méthode que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui on l'applique et est très intéressante. Vous voyez, l'user il est ici, il est au centre. Pardon, il est ici. Toute l'expérience issue de l'utilisateur est très centrée. On ne met pas la technologie et on oublie l'humain. Non. On utilise l'humain, son expérience pour développer la technologie, le business. C'est très important, c'est des méthodes de design thinking, ça ne vient pas d'Allemagne, ça vient des États-Unis. Je vous conseille, si vous voulez développer des solutions 4.0, partez pas ça les utilisateurs de demain, parce que vos solutions, ils n'en voudront pas et ils ne correspondront pas à leurs besoins. Et là, l'idée, c'est d'identifier les besoins utilisateurs pour mettre en place des solutions qui leur correspondent à 100%. C'est super important, on ne l'a pas fait au début, on a vraiment galéré pour faire accepter, mais parfois on n'y est même pas arrivé. D'accord, donc design thinking, vous regardez, il y a plein de choses sur internet, c'est pas spécialement une nouveauté, mais c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Alors si on va dans le cœur du sujet, la maintenance connectée, alors l'idée, on a une machine, vous devez en avoir aussi, on en a 1000, et cette machine en fait elle a ses propres paramètres vitaux, comme l'être humain. Moi, quand je ne vais pas bien, j'ai ma température qui augmente, j'ai mon rythme cardiaque, quand je cours, j'ai pris du poids ces derniers temps, donc quand je cours ça va pas bien. Mais la machine c'est pareil. Il faut arriver à monitorer l'ensemble de ces paramètres vitaux. Alors c'est pas simple. Il y a plein de gens qui vont vous dire il n'y a pas de problème, on a une solution, on sait faire, on sait parler avec tout ce qui existe. Oui. Ben, nous ça fait 3 ans qu'on y travaille et ça n'a pas été très simple. Pourquoi? Parce que les technologies ici ne parlent pas la même langue. Vous avez des technologies de différentes marques. Nous, on a beaucoup de Bosch, Rexroth dans l'usine. Ben, c'est des protocoles de communication, peu importe lesquels. Les autres technologies, c'est pas toujours les mêmes. Il n'y a pas de standard. Donc, il faut trouver une appli qui soit capable de discuter avec tout ça. Donc, plusieurs solutions. Soit on trouve une interface hardware, c'est ce qu'on voit sur cet exemple. C'est un peu beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on veut essayer de trouver une passerelle, une gateway, qui vient écouter et qui est capable de discuter, de parler plusieurs langues. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Cette gateway, je viens y connecter des automates. Automates Rexroth, CN Rexroth, automates ancienne génération, parce que s'il faut commencer par rétrofiter l'ensemble de la machine avant de pouvoir causer avec elle, votre patron il va pas être content. On va pas rétrofiter toute l'usine. Donc oui, il faut que j'arrive à parler avec des technologies qu'on 10 ans, 15 ans. Pourquoi pas? Des technologies Siemens, on en a aussi pas mal sur le site, avec des protocoles qui sont assez différents. Une caméra, un capteur de vibration de nos amis d'IFM, des capteurs. Pourquoi? Parce que toutes les données sont peut-être pas là. Il va falloir venir rajouter des capteurs, souvent des capteurs de vibration, de pression, de température. Donc tout ça, on travaille comme ça. On crée une gateway, on vient rajouter des capteurs si c'est nécessaire, et elle permet de communiquer avec différentes technologies. Et les données sont transférées à une plateforme qui gère tout ça. Alors pourquoi récupérer ces données? Je vous le montrerai tout à l'heure. L'idée c'est d'alerter au plus tôt par rapport à une dérive dans des paramètres de la machine, que ce soit une température, une pression, une surconsommation, une vibration. Ce qu'on est en train de mettre en place nous, c'est que c'est bien d'arriver à récupérer ces paramètres. Au début, faire du condition monitoring basé sur des seuils. Faut-il encore savoir où il faut mettre les seuils, pas toujours évident. Et comment je communique qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, voilà, l'idée c'était de créer plusieurs niveaux d'escalation. Le premier niveau qu'on est en train de mettre en place, c'est
toujours compliqué, mais c'est une montre connectée avec les opérateurs des lignes ou les régleurs de nos lignes qui vont avoir l'information que sur telle machine, il se passe quelque chose. Le temps de cycle a varié, un contrôleur de vibration est passé un défaut, j'ai l'information. Je suis le personnel de ligne, ben, je suis le premier à être informé et je suis le premier à me rendre compte du problème. La maintenance, c'est pas que le service de maintenance. Elle commence dans l'atelier avec les opérateurs de ligne. Et eux, en fonction du problème, ils vont appeler la maintenance ou pas. Et si le problème n'est pas réglé, on définit un paramètre, 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend de la machine, ben, je fais une escalation automatique vers le management. C'est l'idée. Pour que déjà, je suis informé qu'il se passe quelque chose. Ça peut être des temps de cycle, ça peut être des quantités qui sont pas là. J'ai prévu de faire 1000 pièces, je suis à 800. J'informe en temps réel mon personnel et mon management. Alors comment on a fait ça? On a créé une plateforme de communication qui est ici, donc qui sait parler, j'y reviens pas, plusieurs langues, et automatiquement elle sait soit attaquer ma GMAO, alors nous en l'occurrence, je ne vais pas faire de la pub, c'est SAP, on sait créer depuis la plateforme automatiquement un ordre de travail dans SAP que va récupérer nos collègues mainteneurs. On sait envoyer un email, on sait envoyer un SMS, on sait alerter. Donc ça c'est important d'arriver à trouver une plateforme ici, pour la développer, c'est ce qu'on fait nous, qui permet de communiquer, mais qui permet aussi de sortir l'information. Parce que si vous avez l'information et que vous n'êtes pas capable de la communiquer à personne, vous n'allez pas planter des techs devant les écrans pour attendre les alarmes. Donc ça se fait tout seul. Alors au niveau de notre stratégie, on s'aperçoit rapidement que pour certains process, le condition monitoring, donc le suivi de seuil, j'essaie de vous montrer ça après, dans la démo, a ses limites. Car il y a beaucoup de paramètres qui sont corrélés entre eux, avec des seuillages qui ne sont pas évidents à mettre en place. Je mets à 20, je mets à 10, je mets à 2, je ne sais pas, ça prend du temps, il faut régler. Bon. L'idée, c'est d'aller vers des outils de maintenance prévisionnelle, ou prédictif, et le mot prévisionnel. Donc, notre stratégie, elle a deux axes là-dessus. On travaille avec une start-up qui est lyonnaise, qui développe son outil de maintenance prévisionnelle connecté à des machines. Donc, on est en train de le mettre en place sur 2 machines chez nous pour le tester. L'idée, c'est d'oublier les seuils et de travailler sur des modèles de machine learning qui vont permettre de déterminer des modèles quelque part de bons et de mauvais fonctionnement. Alors là, il y a 2 écoles. La première école, c'est que je me base sur le passé et j'ai l'historique. J'ai mes historiques de données sur 3 ans et j'ai mes pannes. Je sais quand il y a eu les pannes et j'apprends. Tout le machine learning. J'apprends de mes pannes. Sauf qu'on n'a pas tous les historiques de données de 3 ans, 4 ans, 5 ans, surtout avec les données de la machine. Il faut avoir des données de maintenance dans la GMAO très précises. Qu'est-ce qui s'est passé tel jour à telle heure et quel composant j'ai changé pour revenir dans un mode de fonctionnement normal. Donc ça c'est la première. Et la seconde, l'idée c'est d'arriver plutôt à regarder le futur et créer, pendant que la machine fonctionne bien, tous les paramètres vont bien, mes temps de cycle sont bons, ma qualité est bonne, je crée mon cluster, mon modèle de bon fonctionnement. Et quand je vais sortir de ce modèle, je vais venir l'étiqueter en disant, tiens, quel était le défaut, quelle était la panne. Et la machine va apprendre plutôt par rapport au futur. Donc là, mon doctorant va travailler sur des méthodes passées, la start-up va travailler sur des méthodes plutôt vision future. J'ai mis ces photos, je suis assez fier, parce que si vous l'avez reconnu, si vous le connaissez, c'est Cédric Villani, il était chez nous il y a quelques jours de ça. J'ai eu le plaisir de le rencontrer et de présenter nos outils et notre stratégie. Il a bien adhéré, il nous a félicité, il nous a encouragé, c'était vraiment intéressant. Alors pour illustrer un petit peu ce que je raconte, on le voit ici sur ce slide, l'outil, il récupère des données. Alors on est dans un monde à X dimensions, N dimensions, autant de données, autant de dimensions. Donc là, l'être humain il en voit 3, c'est déjà bien. Donc qu'est-ce qu'on a? Des données, température, tout ce qu'on veut. On récupère ces données, et ici, on voit que ces données, elles évoluent. Condition 1, condition 2, condition 3. Et chaque condition correspond à un état de fonctionnement. Il y a un état de bon fonctionnement ou un état de défaut, de panne. Défaut soit qui n'est pas bloquant, mais j'ai un temps de cycle qui a diminué, j'ai une température qui évolue et c'est pas bon signe, et je les étiquette.
Et dans l'avenir, quand je vais retrouver mes données qui vont arriver dans par exemple le cluster bleu, je saurai que c'est un état un tel. Et je pourrais, avec cette vision, arriver à anticiper les pannes. C'est l'idée de la maintenance prédictive. Alors si je passe, voir si ça marche, il y a des démos. Alors ici, je me suis connecté au serveur du site. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est nos différentes fabrications, peu importe. Je vais aller par exemple voir une chaîne des bougies. Donc ici, j'ai ma chaîne. Elle est assez simple, celle-là, elle a que 3 stations, donc 3 automates. Avec quand même à l'intérieur, elle vaut 2 millions d'euros, elle est pas si simple que ça. Avec des automates, avec des caméras, des robots, tout un tas de choses. Et déjà, je check les états de fonctionnement. Est-ce que ma ligne est en fonctionnement normal, elle produit? Je peux, rapidement, on les a sur des écrans tactiles dans l'atelier ou dans nos bureaux. Je suis désolé, le graphique est pas top. Hop, ici, c'est ce qu'on appelle un add-on. Je vois mon objectif équipe, là où j'en suis, le delta. Bon, là c'est pas trop mal, ils ont peut-être 4 pièces de retard sur cette ligne. Ici on a un petit bug, vous ne verrez pas bien, mais qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Je vois mes quantités produites sur les dernières 24 heures, par heure, ça s'alimente automatiquement. Et ici sur le mois, combien j'ai produit. Alors on va dire chez Bosch Chardonnay, je comprends qu'ils aient des problèmes, ils ont tout foutu lourd. On a un petit souci de comptage des données, ça arrive, c'est pour ça que les données ne sont pas à jour. Mais on a une visu sur 24 heures, combien j'ai produit de pièces sur une heure, combien j'en ai produit au mois. Là l'idée, pareil, c'est de suivre rapidement et automatiquement le nombre de fois où j'ai quitté le mode automatique par station, le nombre de fois où l'opérateur a dû ouvrir les portes pour intervenir dans la machine, le nombre de fois où j'ai eu un arrêt d'urgence, le nombre d'erreurs ou de micro-arrêts que j'ai eu sur la station. Donc, on compte les occurrences et si je clique là-dessus, petit souci fait que ça va pas spécialement depuis, je peux sortir, on ne le verra pas là, c'est dommage, un Pareto de mes alarmes. Quelle est l'alarme qui est sortie le plus souvent sur, je choisis ici le dernier jour, la dernière heure, les dernières 24 heures. Donc ça nous permet derrière de nous poser des questions, tiens mais cette alarme, elle est sortie 10 fois hier. Et ce que je souhaite qu'il me rajoute, c'est combien de pièces elle m'a fait perdre. Quel a été l'impact sur mon temps de cycle de ma machine ou l'impact sur l'arrêt. Pour arriver à aussi prioriser par rapport au nombre d'occurrences d'alarme, mais aussi au nombre de pièces perdues. Et après, l'idée, c'est d'aller plus dans le détail de chaque station, chaque automate, où on suit le dernier temps de cycle, les quantités de pièces bonnes fabriquées par la station, le type, ici le mode de fond actuel, là je suis en automatique, ici j'ai un calcul, je crois que j'ai ma 4G qui meurt, j'ai un calcul automatique d'un OE basé sur un temps d'ouverture de 24 heures qui est décomposé en disponibilité, performance et qualité, c'est la multiplication de ces 3 critères, pardon, et j'ai des statistiques sur les modes de fonctionnement, le temps que j'ai passé en automatique, en manuel, en mode spécial, et les défauts. Combien de pièces mauvaises la station a produites depuis le début de l'équipe. Là on est le matin, c'est l'équipe du matin, mais là je suis à 5. J'ai fait 5 pièces mauvaises sur 1481 pièces. Donc. Et l'idée c'est de pouvoir tracer tout ça sous forme de courbe, revenir sur des historiques et aller, ici on l'a fait sur des vérins par exemple, sur ces lignes-là on a énormément de mouvements pneumatiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On suit le nombre de cycles de chaque vérin, on suit les durées moyennes que met le vérin à faire un mouvement avant, un mouvement arrière. Pareil pour les pinces qui se ferment et qui s'ouvrent, ça prend un quart de seconde. Sauf que sur les temps de cycle à 4 secondes, si vous perdez un dixième de seconde à chaque pièce, à la fin de la journée, il vous manque des pièces. Mais il les manque pourquoi? Si vous avez perdu un dixième de seconde sur un temps de fermeture d'une pièce, vous aurez trouvé laquelle c'est, déjà laquelle station et quelle est la peine de bon courage. Vous n'y arrivez pas, quand vous perdez les pièces. Donc là l'idée, ce qu'on a fait, on suit ces durées et on est
automatiquement mis des seuils. On va dire comment vous avez fait. On a fait un peu de statistiques, donc simple, on a calculé ma ligne à mon montant de cycle, tout fonctionne bien, j'ai mes quantités. Donc l'état de fonctionnement nickel, automatiquement ici, j'appuie sur calcul, et ça me met des tolérances sur mes vitesses de déplacement à plus ou moins 3 cycles, 3 écarts de cycle. Et après on verra. Si je sors de cette tolérance, toujours le même principe, j'alerte. Donc là je dis pas attention ta ligne elle est pas autant de cycle, je dis attention ta ligne est pas autant de cycle, ça vient de la station 10 et c'est peut-être la rotation de table basse qui a un problème. Un grippage, un vérin qui fuit, peu importe. Alors ça, on l'a commencé à le faire, on le voit sur des vérins, on peut le faire sur tout ce qui est mouvement. Ça marche sur des moteurs, ça peut marcher sur des robots. Sur des robots, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, un robot, de à côté, s'il bouge, c'est qu'il y a quelques couples. Donc qu'est-ce qu'on suit sur nos robots? On a pas mal de robots Stobli en l'occurrence. On suit les couples. Un robot qui tape quelque part, l'opérateur de la ligne, il ne va pas vous le dire. Non, non, tout va bien, il ne s'est rien passé. Ça peut avoir votre robot, il a pris un coup. D'accord? Donc sur les efforts de couple, on peut voir les chocs. On peut aussi voir des problèmes de grippage, de non-graissage. Alors maintenant, ça ne nous arrive pas. On fait tous nos préventifs nickel, pas de problème. Mais si on oublie ce robot, au bout d'un moment, il va se passer quelque chose. On le voit sur des calculs de tendance, c'est des couples qui, quelque part, dans le temps, jour après jour, semaine après semaine, augmentent. On suit aussi les températures. Pourquoi? Ces petits robots là, ils ont souvent des baies pour les faire fonctionner, et avec des petits ventilateurs. Ces petits ventilateurs, souvent ils cassent. Personne ne le sait, parce qu'il n'y a pas d'alarme, il ne se passe rien. Sauf que si on ne ventile pas, il se passe quand même quelque chose à l'intérieur, il y a les températures qui augmentent. Et donc ici, tout simplement, en suivant les températures de l'armoire et de la CPU du robot, on sait si les ventilateurs fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et si on a ici une température armoire qui est, je ne sais plus quel seuil on a mis, à 50 degrés par exemple, j'alerte et je déclenche un préventif qui n'est pas un préventif systématique mais qui est un préventif conditionnel. C'est intéressant mais pas très compliqué à faire. Ce qu'on s'est amusé à faire aussi, c'est suivre les consommations d'air. On le voit ici. Les lignes. Je regarde combien d'énergie pneumatique consomme ma ligne et je mets des seuils. Seuils qui déclenchent quelque part des opérations de maintenance par rapport aux fuites. Vous savez tous que l'énergie pneumatique est une énergie très coûteuse. Grosso modo, quand on a commencé à travailler ce sujet des fuites et à les mesurer, c'est qu'un exemple de tout ça, on avait nous 3 compresseurs qui tournaient pour des fuites, 3 compresseurs chez nous pour des fuites, et c'est 600 kW. 600 kW qui tournent pour refroidir les petits oiseaux. C'est peut-être bien pour eux l'été, mais c'est pas terrible en énergie. Aujourd'hui, on est à 1,5, compliqué de descendre en dessous. Mais on a gagné 300 kW, multiplié par 8000 heures par an. Tant le kilowatt, c'est peut-être 250 ou 300 euros de gain. Par contre, si vous ne mesurez pas, vous ne savez pas. Et c'est un avantage, c'est que c'est pas comme one shot. On repart une fois pour des peinards, vous savez que ça vit et que ça a la fâcheuse tendance de ne pas se réparer tout seul, c'est plutôt. Donc les fuites, c'est important. Ce qu'on fait beaucoup aussi, on a énormément de machines tournantes. Vous me dites que sur le temps, c'est bon, je suis parti. Oui, il reste à peu près 5. D'accord. On a énormément de machines tournantes, on en voit une ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, tiens, on casse des meules. La machine, on ne parle pas, la veille, elle était en qualité, elle était nickel. Aujourd'hui, la qualité, elle n'est plus là, on n'arrive pas à la régler, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, regarde, tu l'as tapé, tu as fait un mauvais réglage, la meule, elle a pris un coup. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient greffer des petits capteurs de vibration, tout simplement. Et moi ici, ça coûte que dalle, entre guillemets. S'il y a un capteur, un petit IoT qui connecte ces données, ça va coûter 600 € à peu près de mettre ça en place. On suit les différents paramètres de l'analyse vibratoire, c'est le paramètre standard de ballot, de choc. Et quelque part, quand il se passe quelque chose, on voit les seuils ici, j'alerte. Attention, il s'est passé quelque chose, les chocs, qu'est-ce que t'as fait? Oh, moi j'ai rien fait. Ce qu'on s'est amusé à faire aussi,
crois beaucoup, moi je crois beaucoup à tout ce qui est analyse de temps de cycle. Pourquoi? Parce qu'un temps de cycle qui évolue, autant en bien comme mal, c'est pas bon signe. Si je devrais être à 4 secondes et que je suis à 6 secondes ou à 2, c'est pas bon signe, c'est passé quelque chose. Donc ensuite, là c'est des machines qui font les trous capillaires de nos bus d'injection. Vous prenez un de vos cheveux, vous le divisez par 10 et vous avez le diamètre du trou. C'est pas énorme. Et on suit quelque part les temps de cycle. Je vais montrer sur la machine. Ici, donc je suis le temps de cycle global de ma machine. J'ai 4 têtes, je fais 4 pièces en même temps. Et je calcule automatiquement mes moyennes, mes écarts types de mes temps de cycle. Pourquoi on a fait ça? C'est qu'avant il le faisait par échantillonnage de temps en temps. Ils rentraient les données sur une feuille, à la feuille elle partait dans un bureau, ils avaient les résultats le lendemain. C'était vachement bien. En tant que plan de réaction rapide, c'était quand même assez moyen. Aujourd'hui on le fait en temps réel. On leur identifie quelle est la tête la plus lente. Ils ont un petit écran tactile devant leur machine. Ça leur permet rapidement d'intervenir et ça leur permet aussi, une fois qu'ils sont intervenus, qu'ils ont refait leur réglage, alors maintenant c'est intervenu aussi, de voir très rapidement, parce qu'on fait une moyenne sur 50 pièces, si l'action a été efficace ou pas. J'ai changé tel électrode, tel composant, j'ai refait un réglage, j'attends pas le lendemain à voir le résultat, c'est ce qui se passait avant. Donc ça a été intéressant, c'était tellement intéressant qu'on était assez fiers, c'est que si je clique ici, je me téléporte en Allemagne. Là, on est sur une usine, notre usine mère en Allemagne, qui est située à Bamberg. On leur a connecté aussi leur machine. Et donc, sur notre appli, on a aussi, selon le même principe, les machines de nos collègues allemands. Nous informons qu'une démonstration va débuter, animée par 3D Découverte, sur le thème de Venez découvrir les opportunités de l'impression 3D. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Ça, c'est nous qu'on l'a développé. Espace démonstration situé au centre du hall A, animé par 3D les quantités. Donc ça, c'est des lignes. Sur le thème de l'impression 3D. Merci. Et on a des écrans dans l'atelier. Et le personnel, n'importe quel personnel est capable de venir voir, tiens, ben, ma machine, ma ligne ici, il y a 4 crayons, c'est le mauvais exemple, mais il y a 5 crayons, les quantités qu'elle a faites, et par rapport à l'objectif où elle en est. C'est un peu bizarre chez eux, ils sont à 147%, les autres à 80%. C'est pas un secteur super stable celui-là, mais c'est très visuel. Et dans les ateliers, je me promène, même le plan de manager le fait, je me promène, j'ai mes annotes, mes lignes, je vois très vite quelque part, tiens là c'est rouge, c'est lui, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais rapidement aller voir la personne, me renseigner par du management visuel pour voir qu'est-ce qui se passe. On a aussi des outils, c'est nos amis de Rexroth qui l'ont développé. On avait peut-être aussi des panneaux avec des papiers partout, avec tout un tas d'indicateurs. Il fallait réimprimer les papiers tous les jours pour remettre les indicateurs à jour tous les jours. C'est super intéressant comme boulot. Qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé un outil digital qui permet, plutôt que d'imprimer du papier, on met des écrans tactiles dans les ateliers, on en a 21 aujourd'hui, on en a même à la maintenance, des choses comme ça. Et les données, automatiquement, elles se mettent à jour, d'accord, quand la personne qui a charge de ces données, sur son PC, met à jour ces données, il n'y a pas besoin de réimprimer à chaque fois les données. Et toutes les réunions du matin qu'on appelle, on fait le tour de tous les indicateurs, que ce soit indicateur qualité, livraison, accident de travail, stock, sol là. Et par exemple, si je clique ici, là par exemple, j'ai la visu en réel, c'est les applis qu'on a développées aussi ça, de mes stocks. Ici c'est mes différentes références, donc là sur cette opération j'en ai qu'une. On est un peu à la bourre parce qu'on a peu de stock, l'idée est d'être dans le vert, pas avoir de surstock. On en avoir assez quand même, là ils sont en forme, d'accord. Et ça évolue dans le temps en fonction des magasins, des stocks intermédiaires et des cartes RFID que je scanne. Tout ça c'est vraiment très visuel, ça permet aux réunions du matin d'avoir les données à jour sans aller imprimer du papier, et c'est quand même un peu plus dynamique comme action. Je peux prendre des indicateurs, faire un rapport, entourer, dire tiens là, poser une question, et j'envoie tout ça par mail, je reçois mes réponses, c'est assez vivant et c'est intéressant. Et là c'est pareil, on a déployé ça, c'est les utilisateurs, c'est les ateliers.
qui ont mis un référent par atelier, où on leur a fait le support technique, c'est nous les administrateurs de l'outil, mais c'est eux qui créent, on les a formés pour ça, qui créent leur outil comme ils en ont besoin, customisent ça comme ils veulent. Encore un petit mot, si vous voulez. Bon, on va passer aux questions, c'est intéressant d'après d'échanger. Ou un mot de conclusion, là, finalement ce projet a abouti, on en est au bout, là, où il y a encore des développements à faire? Alors on est très loin d'être au bout. On a techniquement, on a résolu des problèmes, ça nous a pris des mois. Le premier, ça a été vraiment faire adhérer l'usine, c'est pas toujours facile. Parce que quand on parle d'industrie 4.0, les gens très rapidement ils voient, tu veux me fliquer, tu veux me remplacer par autre chose, donc il faut les faire adhérer. Ça prend énormément de temps, il faut énormément communiquer, on a fait énormément de formation, on est en train de développer une petite ligne qui ne va rien fabriquer du tout, mais que l'on va dédier à la formation, autant pour nos personnels internes que pourquoi pas en externe un jour. Pour vraiment montrer que non, on ne veut pas t'embêter, on ne veut pas te supprimer, on veut t'aider. Et on veut que toi, tu nous dises tes besoins. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est super important. Donc ne les oubliez pas, n'oubliez pas l'humain, parce que eux, ils ne vous oublieront pas. Et s'ils ne veulent pas l'outil, ils ne serviront pas en France. On n'est pas en Inde où on met des coups de pied, où on remplace s'ils ne veulent pas. Non, en France, c'est pas comme ça que ça marche. En Allemagne, non plus. Ne les oubliez pas. Et après, le second challenge, ça a été la connectivité. Arriver à connecter un outil qui s'est discuté avec toutes ces technologies, c'est pas évident. Si vous avez que du Siemens, vous allez y arriver. Si vous avez tout un tas de technologies, vous n'allez pas développer une plateforme par type de technologie. Il faut essayer d'avoir des standards. C'est pas simple, ça prend du temps. Et c'est des sujets, pour moi, de passionnés. Il faut vraiment aimer ça. Il ne faut pas compter ses heures. Et au début, c'est un sacré investissement. D'accord. Alors, Votre attention s'il vous plaît, nous vous informons qu'un bar se tient à votre disposition. j'ai une question Il se par situe dans rapport à l'allée A l'ERP. du hall A. Merci. Là, vous utilisez SAP. Est-ce que vous avez dit justement que vous utilisiez une GMAO, donc SAP par rapport à une GMAO, en tant que telle? Est-ce que SAP suffit ou est-ce que vous allez vous orienter vers une GMAO peut-être plus dédiée à ce type de développement? Alors SAP est un ERP, une partie des SAP PM est une GMAO, d'après ce qu'ils disent. La convivialité des SAP est pour moi pas au rendez-vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On a appelé ça la brique Smart Maintenance. On développe des outils qui vont permettre aux techniciens de maintenance de faire tout leur travail de technicien de maintenance. Je récupère les demandes d'intervention. Je sais aller lire un stock, je sais aller consulter de la documentation, des plans électriques, des plans mécaniques, des modes opératoires, sans aller ouvrir SAP. Pourquoi? Parce que déjà il faut aller sur le PC quelque part, avoir un login, il ne faut pas avoir oublié le mot de passe, donc on a une appli, je n'ai pas eu le temps de vous la montrer, qui est une interface avec SAP. Donc je peux créer un ordre de travail d'ASAP depuis cet outil, c'est ce qu'il faut. Les opérateurs des machines, dans les ateliers, sur les écrans tactiles, on a ça. Ils ouvrent plus SAP pour faire une demande d'intervention à la maintenance, ils font l'appli. Et moi je suis technicien de maintenance. Alors on a tout essayé, on a essayé la tablette, on a essayé le smartphone, on a peut-être oublié des choses. On n'est pas encore arrivé au bout sur ce sujet-là, mais sur une tablette ou sur un smartphone, je peux récupérer ma demande d'intervention, donc mon OT d'SAP, le prendre à ma charge, aller consulter, j'ai des QR codes sur chaque machine, avec mon téléphone je viens scanner le QR code, l'outil identifie la machine et j'ai accès aux spécificités de la machine. Les demandes d'intervention sur cette machine, les documents de cette machine, le stock de pièces détachées de cette machine. D'accord? Le gain est là. Pourquoi? Parce que ça leur évite de chercher les plans. Ça leur évite d'aller chercher un SAP pour récupérer la demande d'intervention. Ils faisaient ça à la fin de la journée, voire à la fin de la semaine. Ils pointent leurs heures sur cette OT une fois qu'ils ont fini sur la tablette ou sur le smartphone. Donc ça a amélioré aussi quelque part nos indicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils remplissent quelque part en temps réel les demandes d'intervention, le suivi des stocks, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Mais
SAP est en train de développer des choses, mais nous, on a développé des passerelles qui permettent de communiquer et d'améliorer, si je peux me permettre, l'interface SAP qui n'est pas évidente. C'est bien pour SAP, on va développer des choses. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine, une grande usine comme ça, peut-être des... Alors, on a un comité de pilotage, on a une revue tous les mois où on amène toutes les demandes que l'on a. Chaque brique que je vous ai parlé, maintenance, moi j'amène mes sujets, ben, j'ai envie de traiter tel sujet, la maintenance a envie de traiter tel sujet, la fabrication a envie de traiter tel sujet, et on priorise dans cette revue. Pourquoi? Parce que derrière, c'est quand même des budgets, c'est les hommes qui travaillent, c'est les financements, et on est 12 NG, ça coûte quand même un peu d'argent, et on ne peut pas tout faire parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est prioriser, le demandeur et son hiérarchique s'entendent, disent ok, ça on y va, et on demande si on peut y bosser, et c'est quelque part ce comité de pilotage Industrie 4.0, où il y a aussi le management du site, qui décide ok, on y va ou on n'y va pas. On priorise comme ça. Et si c'est vraiment important, et si nous en interne, on peut pas faire le développement, on regarde aussi qu'est-ce qu'a le groupe comme solution en termes de standards. On peut inventer dans chaque usine la poudre. On peut rendre les standards. S'il y a une solution standard, ben on y va, on va combien ça coûte, et on met un chef de projet qui lui va pas développer, mais va être le chef de projet de l'implémentation. L'Active Cockpit, c'est Rexroth qui l'a développé, c'est pas Bosch, c'est pas une usine Bosch, on a fait comme ça. C'est pas évident parce que chacun après ça défend sa gueule, mais pourquoi pas mon sujet. Alors après on a une checklist aussi avec tout un tas de critères, et à la sortie on a le ROI en fait partie, mais pas que. Il ne faut pas regarder que le ROI non plus sur des sujets comme ça, parce que vous n'allez rien faire au début. On va sortir des ROI à 5 ans, 6 ans sur certains sujets-là, et on dit il n'y a pas que le ROI qu'il faut regarder, c'est un critère, et à la sortie on a une cotation. C'est une info la cotation. On peut très bien partir sur un projet, même si la cotation finalement est moins bonne que notre projet. Après il y a l'aspect humain, décisionnel, et puis il y a la stratégie du management aussi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout est clair. Après, vous pouvez évidemment discuter avec M. Denis directement. Merci beaucoup d'être venu aussi nombreux.